Je m'imagine, mais je ne crois pas. Vous ne craignez pas le combat de trop? Pas pour l'instant, non. Non, Je suis tout va convaincu bien. que les combats sont des combats justes. Vous êtes un praticien paternaliste, semble-t-il, non? Oui, Vous aimez bien enrober, envelopper. oui, parce que moi d'abord, vous savez, on est dans l'intimité. On est une équipe qui doit fonctionner ensemble et qui va donner son cœur et sa raison pour les couples qui viennent. Et donc ça crée incontestablement une intimité, ça c'est sûr. Et puis avec les patients, là c'est un peu particulier parce que cette jeune femme, je l'ai mise au monde, effectivement, et voilà, elle a eu, enfin je ne vais pas raconter son histoire, mais depuis Elle vient l'émission, d'accoucher. elle a accouché, ça s'est très bien passé, et voilà. Combien y a-t-il, parce que vous parliez de kits de femmes, mais il y a beaucoup de professeurs gynécologues, obstétriciens, Alors, professeurs. Hein. oui, oui, j'ai bien compris. Non, il n'y en a pas beaucoup, Eh ouais. parce que ça met du temps à arriver, et aussi, il y a de toute façon une certaine difficulté à mener tout de front, mais il y a quand même beaucoup plus qu'avant. Le métier, par exemple, même d'accoucheur ou de chirurgien, c'est terriblement féminisé. Hein. C'est-à-dire qu'il y a C'est une bonne chose? C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais à vrai dire, c'est pas une différence, hein, je dirais, parce que ce qu'on veut, c'est que il n'y ait pas une façon femme d'être chirurgien, une façon homme. Il faut que chacun soit à l'écoute des patients. Il y a des femmes qui sont des peaux de vache et il y a des hommes qui sont des... Parce que l'écoute est très importante, en fait. Bien dans sûr, vos boulot. on est sur un métier quand même où le corps parle, mais l'esprit revient dessus et voit tout sous son angle. Mais René Freeman, comment on annonce à un couple qu'il ne pourra jamais avoir d'enfant? D'abord, c'est très difficile d'affirmer ça, hein, parce qu'il y a toujours des surprises. Il y a aussi plusieurs alternatives. Il y a enfant génétiquement de soi, il y a enfant après des recours aux dons, il y a l'adoption. Donc c'est plutôt d'annoncer qu'il semble qu'on est au bout du rouleau, du parcours que vous avez fait, que nous avons fait ensemble, et que là, les chances s'amenuisent trop, et qu'il devient plus raisonnable de mettre un terme. C'est très difficile, mais c'est extrêmement utile. Et je dis souvent que lorsqu'on a la franchise de dire les choses que l'on ressent, ce qu'on doit faire naturellement, on entend un espèce de soupir de soulagement. Parce que aussi, il y a des couples qui sont maintenus artificiellement en état de suroxygénation avec une croyance qui ne va pas se réaliser. Et que des fois, quand on dit la vérité, c'est salutaire. Il faut savoir le faire. On peut aussi se tromper, hein, dans tous les sens. Il faut être très prudent parce que j'ai vraiment tout vu. Donc c'est un petit peu, c'est en douceur, en multiples approches qu'il faut faire comprendre. Ce qui est fondamental, c'est d'avoir le sentiment que le couple ait le sentiment qu'ils ont fait le maximum qu'ils pouvaient faire, que l'équipe médicale et biologique a le sentiment qu'ils ont fait le maximum, et à ce moment-là, on s'y retrouve et quelque part, on se libère. Quelles sont les principales causes de stérilité? Alors, les principales causes de stérilité, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est le vieillissement de l'ovaire naturel. C'est une cause naturelle, c'est-à-dire que les femmes se tournent vers le désir d'enfant tardivement dans leur vie, comme je le dis à un moment donné. C'est-à-dire que les ovaires vont s'arrêter de fonctionner à partir de 45 ans jusqu'à 50 ans, et alors que le reste du corps va vivre 30 ans de plus. Il y a des facteurs aussi, des nouveaux facteurs. On parle beaucoup de l'environnement, Oui, on parle de la beaucoup. nutrition. Alors, voilà, c'est une autre thématique de recherche qui n'est pas suffisamment développée. Pourquoi est-ce qu'il y a cette infertilité? Je dirais, alors, on pointe de temps en temps les pesticides, on pointe de temps en temps les différents polluants. Même le téléphone portable. Même le téléphone portable, effectivement, qui a été évoqué, ou le stress, enfin, le mode de vie. Et on manque d'études, il y en a quand même dans le monde, parce que les gens sont sensibles à cela. Mais voilà, il faudrait, si vous voulez, sur la fertilité, avoir un véritable plan de prévention et de recherche. C'est ça qui manque aujourd'hui, qu'on prenne ça à bras-le-corps, et c'est ce qu'on a voulu dire dans le manifeste. On a vu récemment une étude sur la fécondité qui baisse en France pour la deuxième année consécutive. Alors, outre l'infertilité, à quoi vous l'attribuez sur un plan sociétal? Sur un plan sociétal, c'est peut-être aussi les difficultés de se projeter dans l'avenir, d'un avenir, on va dire, équilibré, heureux, d'une éducation d'enfants qui va se passer sans problème, d'un monde qui sera sans violence ou pas. Je pense que ça témoigne aussi d'une forme d'inquiétude et qu'il faut la dépasser pour pouvoir, peut-être, comme ça s'est passé dans les moments noirs qu'on évoquait en tout début d'émission,
voilà, se projeter sur un avenir plus positif, mais ça demande peut-être d'avoir quelques signes que la lumière est au bout du tunnel. Quel est l'âge moyen des femmes qui viennent vous consulter? 36 ans Oui, en donc moyenne. elles sont déjà installées Sinon, dans la sinon vie. elles ont conçu un petit peu avant. Hein. Je dirais, celles qui viennent nous voir, c'est celles qui ont... Et les couples qui viennent nous voir sont ceux qui ont une difficulté. Donc, parce que le premier enfant, il est quand même à 30 ans. Il est tard par rapport à beaucoup de pays, et même chez nous, il y a 25-30 ans. Donc, il vient déjà assez tardivement. En plus, la vie, elle est ainsi faite qu'on rechange de couple de temps en temps. Et donc, on recompose. Donc, on se retrouve à 36-37 ans avec un nouveau compagnon. Et on a une fertilité qui baisse. Et on désire soit un autre enfant, soit un premier enfant. Donc, on est confronté véritablement à ce problème-là. Puis après, il y a énormément de facteurs qui vont jouer sur les troubles de l'ovulation, les troubles masculins qu'il ne faut pas oublier, les problèmes génétiques qu'on a évoqués. Donc il y a à explorer, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y a une infertilité. Et la première chose, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a bien une relation, des relations sexuelles en temps voulu? Est-ce qu'on a bien compris comment ça se passe, un bébé finalement, hein? J'ai l'air de plaisanter en disant ça, Ouais. mais en consultation, c'est très important. Vous plaidez en fait dans ce livre avec donc les 200 autres médecins, vous plaidez pour une ouverture en fait de la PMA aux femmes célibataires, aux couples donc aussi homosexuels. Est-ce que c'est vraiment envisageable quand on voit par exemple que les dons d'ovocytes aujourd'hui sont en panne de donneurs et de donneuses? Alors, vous avez raison, il y a plusieurs points qu'on a tous signés, co-signés. Il y a une hiérarchie, hein, je dirais. Donc, la première chose, c'est de... Vous savez qu'on fait 70% des transferts d'embryons que l'on remet dans l'utérus ne vont jamais se développer. 70%. Et quand on a... Donc c'est un déchet important. C'est un déchet très sûr. important. Le problème, c'est que dans certaines circonstances, on pourrait connaître le statut de l'embryon et éviter soit de faire attendre les femmes avec des embryons congelés qu'ils ne vont jamais prendre, soit de leur donner un faux espoir avec une fausse couche qui va arriver. Et ça, en France, alors que tout autour, c'est possible, on ne peut pas étudier l'embryon avant de le réimplanter. Je ne dis pas qu'il faut le faire à tout le monde. Je dis simplement que dans certaines circonstances, des femmes qui ont fait des fausses couches à répétition, des femmes qui ont un certain âge, il est peut-être préférable de regarder l'état des embryons. Donc vous militez pour ça? Alors, c'est un des premiers points. Et d'ailleurs, c'est soutenu par certains parlementaires qui ont déposé une loi. On va voir avec le micmac actuel si ça va passer ou pas. Mais en tous les cas, il y a effectivement une volonté de faire bouger un peu les choses. La deuxième chose, et vous l'avez mentionné, c'est effectivement, comme il y a une demande de plus en plus tardive, on s'adresse aux dons d'ovocytes quand le fonctionnement ovarien n'est plus d'actualité. C'est les ovules, en fait. Expliquons les dons d'ovocytes. Exactement, c'est les ovules qui proviennent d'une autre femme. Et ça pose un problème d'abord de réflexion, d'accepter ou de ne pas accepter cette situation. La réalisation est relativement simple, encore qu'on va y revenir. Une donneuse étant bénévole en plus, et anonyme. Alors attention, en France, la donneuse est bénévole. À l'étranger, la donneuse a une indemnisation pour certains qui est quand même plus conséquente par rapport à l'acte qu'elle fait, ou bien voir, dans certains pays comme en Californie, une rémunération. Donc, ce qui se passe en France, c'est qu'il y a une demande à peu près de 8000 femmes qui voudraient avoir un don, qui auraient besoin d'un don d'ovocytes, mais il y a très peu de donneuses. Et on ne fait pas ce qu'il faut pour que l'information du don d'ovocytes se fasse correctement avec un accompagnement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi notre colère? C'est que nous, en blouse blanche, on est là, on joue avec un képi, on fait les agents de la circulation. On dit, vous allez en Espagne, vous allez dans les pays de l'Est. Vous orientez en fait les couples. On oriente ou on déconseille d'aller là, donc on accompagne d'une façon ou d'une autre, parce qu'il y a une pénurie de demandes d'ovocytes. Pardonnez-moi, mais René Friedman, par exemple, c'est très courant de donner son sang, mais donner ses ovules, il faut être hyper motivé quand même. Il faut être hyper motivé. Et il y a beaucoup de générosité parmi nos patientes françaises qui sont là et qui voudraient être accompagnées et faire du bien parce qu'elles-mêmes, elles ont bénéficié du bien. Il ne faut pas que ce soit une obligation, il faut que ce soit une réflexion. Mais il y en a beaucoup qui seraient candidates. Mais la structure n'est pas faite. Vous savez que la moitié des centres, en particulier les centres privés, ne peuvent pas proposer le don d'ovocytes. Les centres publics n'ont pas le droit de se mettre autour d'une table et de faire une information
autour du don d'ovocytes, on est sur des campagnes nationales qui coûtent très cher et qui ne rapportent très peu. Donc on en revient au carcan législatif. On en revient au fait que ce n'est pas accepté et qu'on ne donne pas les moyens de développer ce genre de propositions qui s'imposent de plus en plus par la demande. Alors, parmi celles-ci, il y a ce que vous citiez, c'est-à-dire il y a des femmes qui sont célibataires ou des femmes qui sont en couple homosexuel. Les situations et les statuts changent. Je ne sais pas ce qu'elles seront dans 2 ans plus tard. Elles peuvent adopter, mais elles ne peuvent pas concevoir. Ce qu'on a voulu pointer à chaque fois, ce sont les incohérences. Pourquoi avoir le droit de faire un examen pour toute femme enceinte? Les 800 000 femmes enceintes ont le droit d'avoir un examen pour connaître le statut de leur fœtus à 8-9 semaines, mais elles ne peuvent pas le faire avant s'il y a une nécessité. Pourquoi est-ce que les femmes... Et ça éviterait des échecs. Bien sûr. Donc des tragédies derrière. Absolument. Pourquoi est-ce que les femmes qui ont besoin d'un don d'ovocytes vont à l'étranger, où la sécurité sociale française va leur payer, si elles ont moins de 43 ans, une partie de leurs frais pour quelque chose qu'il est interdit de faire en France? Mais je veux dire, c'est quand même la contradiction extraordinaire. Donc, pourquoi est-ce que les femmes qui veulent conserver leurs ovocytes ne peuvent pas le faire? Quel est l'argument, à part des arguments d'organisation, qui restent à une réflexion à mener, pas faire croire que ça va marcher à tous les coups. Mais pourquoi ne pas le faire? Quel est l'argument? Il n'y en a pas, si ce n'est cette espèce de volonté de ne pas laisser l'autonomie de la femme s'exprimer jusqu'au bout par rapport au moment où elle souhaite un enfant, le désir d'un enfant, et de l'arranger dans sa vie, et non pas qu'elle soit victime de subir les lois de la nature.